toutes et à tous ce matin pour notre webinaire donc sur la gestion des difficultés dans l'ESS, sujet qui est malheureusement un peu d'actualité, pas que dans l'ESS, mais qu'on connaît en cette période. Donc, c'était l'idée de faire un point sur les causes, les détections et surtout les moyens de prévention et d'accompagnement, le cas échéant, de ces difficultés. Donc, le webinaire est enregistré et pourra être disponible en replay ainsi que le support. Donc, tout au long du webinaire, n'hésitez pas, comme Ilana vous l'a écrit dans la conversation, à poser vos questions dans le fil de discussion. Du coup, on prendra un temps à la fin pour y répondre ou s'il y a une question brûlante en lien avec ce qu'on est en train de dire. Gilles, qui coordonnera ces suivis des questions, interviendra pour nous couper la parole. Donc pour cette matinée, je vais me présenter pour commencer. Donc Loïc Paul, expert comptable associé chez Inextinso, qui suit les structures, associations et ESS depuis plus de 20 ans maintenant. Et pour cette matinée, donc j'ai le plaisir d'être accompagné par Jules Pierrat, que je laisse le soin de se présenter, être spécialiste du domaine des difficultés. Bonjour, merci Loïc. Bonjour, donc Jules Pirat, je suis administrateur judiciaire, j'interviens dans l'accompagnement des entreprises en difficulté, des associations en difficulté depuis plus de 15 ans maintenant. Je suis principalement basé sur Chartres, mais j'irrigue essentiellement l'ensemble de la région et les régions limitrophes. Le sujet me semble particulièrement bien choisi puisque aujourd'hui il y a un vrai besoin, me semble-t-il, pour les associations d'être informés des moyens qui sont à leur disposition pour Alors, organiser, rencontrer il y a un et petit les souci le de plus tôt et le mieux connexion. possible. Jules, excuse-moi, c'est un peu haché quand tu parles. Je ne sais pas si c'est que chez moi. Euh, Ah, ça vient peut-être de chez moi, peut-être un petit problème d'ordinateur. Bah, écoutez, je me représenterai un peu tout à l'heure. J'ai changé de réseau. Loïc, je te propose de commencer. oui, Le temps que je change de réseau, j'arrive dans une petite minute. ok, ça marche, on fait comme ça. Pas de souci. Désolé, ça marchait tout à l'heure avant que tout le monde se connecte, mais c'est les joies du direct. Donc, je prends la suite donc, pour présenter le sommaire. Donc, on va faire un premier point, évidemment, pour voir d'où peuvent venir les difficultés, avec les différentes origines, les signaux faibles qui peuvent nous alerter sur les difficultés à venir. Euh, les dispositifs d'accompagnement et les solutions possibles donc en deuxième partie, et terminer sur les outils de prévention, donc ce qui peut être judicieux de mettre en place dans vos structures pour anticiper ces difficultés et réagir le plus tôt possible. Donc, l'origine des difficultés, elles sont multiples. On a bien évidemment la partie des difficultés financières, hein, qui est le, le- le premier point qu'on a à l'esprit quand on va parler de difficultés dans les structures, mais ce n'est pas la seule, c'est souvent euh, la résultante d'autres causes et ce qui amène les structures à devoir malheureusement mettre en place des dispositifs éventuellement judiciaires, ou en tout cas ça risque de mettre en péril l'activité, mais il y en a bien d'autres. Donc, on évoquait des difficultés humaines, hein, donc liées au RH de la structure.
tout ce qui va être lié à l'environnement externe, hein, puisque le VSS évolue bien évidemment dans un environnement économique qui influe son activité, des difficultés propres à l'organisation et également, et c'est le premier point qu'on va évoquer, des difficultés liées à la gouvernance. Donc, en rentrant un petit peu plus dans le détail, donc, une des sources d'origine des difficultés peuvent venir donc des fragilités de la gouvernance. Donc, fragilité à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de la structuration de cette gouvernance et des rôles qui sont attribués aux différents postes, donc des confusions ou des flous entre ce qui relève du champ plutôt stratégique et long terme des conseils d'administration ou du bureau et de la mise en œuvre des actions qui va être plutôt affectée à une direction salariée. Euh, donc des structures où cette confusion peut exister, peut faire que du coup on perd un petit peu la vision long terme et on s'enferme dans le quotidien, et ce qui empêche de voir venir des difficultés ou des changements qui vont impacter l'équilibre de la structure. Donc, en lien, hein, ce fait pilotage stratégique, hein, c'est vrai il y a des difficultés du quotidien qui accaparent du temps, mais il faut avoir cette vision stratégique pluriannuelle pour pouvoir anticiper la pérennité de la structure, et notamment on peut avoir le cas, hein, de mise en place de projets qui ne sont pas financés ou qui ne sont pas financés à long terme et qu'on laisse perdurer et qui peuvent impacter du coup l'ensemble de l'équilibre. Des manques éventuels en gestion, hein, c'est vrai que on le dit dans plusieurs de webinaires qu'on réalise, hein, que c'est pas parce qu'on est dans des structures où on a des bénévoles qui agissent que ça excuse ou en tout cas ça empêche d'avoir les compétences nécessaires en termes de gestion. Et donc il n'y a pas de dichotomie entre être bénévole et mettre en place une gestion financière saine et structurée, ce qui pourrait amener notamment donc à des prises de décision sans analyser les impacts financiers qui en découleraient. Et puis, malheureusement, ce qui est aujourd'hui, je pense, plus subi que voulu, ce manque de renouvellement de dirigeants, hein. On sait bien qu'on arrive à mobiliser des bénévoles sur des actions ponctuelles, sur des durées courtes, mais trouver des bénévoles qui vont s'investir dans du moyen long terme pour justement réfléchir sur l'évolution de la structure, prendre du recul, on en trouve de moins en moins. Et du coup, on peut avoir un essoufflement des dirigeants, des conseils d'administration ou des bureaux qui se réduisent, et puis du coup, on se retrouve de moins en moins nombreux à réfléchir et à pouvoir prendre les décisions. Donc des risques d'habitudes qui se mettent en place, et puis de perdre les remises en question sur son modèle ou son organisation, parce que toujours de la même façon, moins on est nombreux, et si ça ne tient que sur une ou deux personnes, on n'a plus le temps de sortir du quotidien pour faire cette prise de recul nécessaire pour anticiper les évolutions. Donc le deuxième gros point, bien évidemment, hein, ce sont les difficultés financières. Alors la dépendance au financement public, hein, qui vient bien souvent en premier, hein, avec des subventions qui, par principe, sont incertaines, hein, puisqu'elles sont discrétionnaires. Et même quand on est sur des tarifications, on a
des contraintes budgétaires qui font que on n'a pas forcément les financements à hauteur de ce que on souhaite mettre en place ou qui a déjà été mis en place et qu'on ne peut pas arrêter comme on voudrait. Et puis, donc, la gestion de flux de trésorerie entre les décalages, entre le moment où on a l'accord de financement et qu'on a les versements en conséquence. Des modèles économiques qui peuvent être fragiles, hein, donc une tarification qui peut être insuffisante pour couvrir tous les besoins de fonctionnement. Une activité qui peut se retrouver déficitaire, alors ça peut être soit la totalité, soit une partie des activités qui est déficitaire, mais qu'on n'identifie pas et qui peut du coup impacter l'ensemble de la structure. Un poids relativement important, hein, dans les structures sur la masse salariale, puisque c'est quand même bien souvent entre 60 et 80% des budgets, hein, qui sont représentés par la masse salariale, avec forcément une restructuration qui est plus et délicate en termes de prise de décision et plus longue à mettre en place s'il y a besoin de se réadapter. Mais ça peut être aussi donc une croissance qui est non maîtrisée, avec une évolution qui peut être assez rapide. Et du coup, soit on prend des décisions de dépenses trop rapidement parce qu'il faut suivre la croissance de l'activité et du coup, on a des contrats qui nous engagent et qu'on ne va pas pouvoir couper aussi vite que la stagnation qui peut arriver derrière, voire une baisse d'activité, et surtout les enjeux de fonds de roulement qui peuvent être derrière, donc de décalage en besoin de trésorerie, qui peut faire qu'à un moment donné, même si tout va bien, on se retrouve avec un trou de trésorerie et des difficultés à faire face à tous nos engagements. Sur la partie financière, toujours manque de visibilité, donc absence de plan de financement, des retards dans l'élaboration ou l'approbation des budgets qui fait qu'on navigue un peu à vue, voire que on décale aussi les demandes et les versements de subventions si on n'est pas dans les délais et que ce n'est pas anticipé par rapport à l'activité. La diversification, hein, qui est le maître mot depuis quelques années maintenant pour moins dépendre justement de financement public, qui malgré tout n'est pas si simple à mettre en œuvre et qui, si elle n'est pas mise en œuvre, nous rend sensible à tout retournement de secteur ou perte d'un marché qu'on peut connaître notamment dans les ateliers d'insertion, de chantier d'insertion actuellement, où on a déjà un tassement sur les financements, et si on est dépendant d'une collectivité ou d'une société et qu'eux-mêmes ne renouvellent pas un marché, on peut se retrouver du coup avec des recettes qui ne sont plus suffisantes pour couvrir notre activité et occuper les emplois aidés. Oui, ça, c'est un enjeu depuis déjà quelques années pour toutes les associations qui bénéficient d'emplois aidés, d'emplois d'insertion. Vous devez le vivre déjà depuis quelque temps, avec une pression des pouvoirs publics pour vous informer que progressivement les postes aidés vont diminuer en volume, et puis aussi sans doute une pression pour transformer l'association d'insertion en entreprise d'insertion, puisque les aides monétaires ne sont pas au même niveau si l'on est une association ou une entreprise. Donc il y a tout en ce moment en tout cas, on le voit sur plusieurs départements, il y a vraiment une pression des pouvoirs publics de pouvoir diminuer le volume des emplois aidés et de changer la structure même de l'association pour diminuer finalement le montant qui est versé en aide. Donc là-dessus, il peut y avoir ça peut engendrer des grandes difficultés, hein,
nécessiter véritablement de trouver une diversification, ce qui n'est pas facile, et ce qui nécessite d'avoir un pilotage très fin sur la trésorerie et l'activité. Merci. Et donc derrière, ben, tous les problèmes de trésorerie qui peuvent subvenir, soit par, comme je disais, hein, des subventions versées tardivement, euh, et du coup bah, qui nous mettent en difficulté sur quelques mois, soit bah, notre besoin en fonds de roulement qui n'est pas financé. Et du coup, bah, dès qu'on a ce décalage, bah, on a du mal à faire face à nos factures courantes. Donc, votre thématique bah, liée à l'organisation, donc on va retrouver évidemment des points qui se corroborent avec ce qu'on a déjà évoqué, donc des problématiques de compétences en gestion, parce que c'est vrai que l'objet premier, c'est l'activité que va mener la structure de l'ESS et son objet qui compte développer. Malgré tout, bah, il y a toute la partie gestion qui est un point majeur pour sa pérennité. La gestion de la croissance que j'ai évoquée, manque de professionnalisation, mais qui peut être aussi par manque de budget, puisque bah, si on n'a pas les compétences en tant que bénévole, il faut s'en doter en tant que salarié, mais bah, du coup, c'est une masse salariale qu'il faut financer. Donc, des fois, on n'a pas forcément les moyens ou bah, faut faire un arbitrage euh, pour pouvoir bah, se doter des ressources nécessaires. Et puis bah, des problématiques de process internes qui sont pas forcément suffisamment formalisés, ce qui fait qu'on perd et du temps et des erreurs par bah, le manque de process, de prise de décision, de mise en œuvre de nos différentes actions. Voilà. Difficultés humaines, bah, on va retrouver le pendant, hein, donc c'est toute la partie RH, donc bah, se doter des compétences spécifiques dont on a besoin. Donc évidemment, si on arrive à les avoir par des bénévoles, bah, sur le modèle économique, ça a son impact. Mais si on n'a pas les bénévoles, il faut pouvoir s'en doter que ce soit en interne ou en prestation ou en structure d'accompagnement pour pouvoir y pallier. La précarité des emplois, donc là aussi, hein, quand on n'a pas de budget à long terme, donc on va jongler avec différents schémas de postes, que ce soit aider des apprentissages, des services civiques, même si on ne leur donne pas des tâches normalement pour remplacer des emplois. Mais tout ça fait que bah, on a aussi une structure qui bah, a des compétences qui sont changeantes d'une année sur l'autre au rythme des emplois en CDD qui sont souscrits et donc qui bah, permet moins cette pérennité. Le bénévolat qui, comme je disais, malheureusement est en déclin, hein, qu'on arrive à mobiliser sur l'action ponctuelle, mais sur du moyen long terme, on voit bien qu'il est plus difficile d'obtenir et bah, qui, du coup, bah, génère, comme je le disais, bah, de se doter soit de moyens, mais dont il faut budgéter les dépenses, ou bah, du coup de manque de gestion globale de la structure, ce qui engendre bah, tout ça, un épuisement des dirigeants associatifs qui restent, puisque on dit ça se reconcentre sur un nombre réduit de personnes, et tout ça pouvant, in fine, bah, générer des conflits internes. Alors, il peut aussi avoir des conflits, même si on a une structure qui fonctionne, mais à un moment donné, peut y avoir soit entre les bénévoles, entre les salariés ou entre bénévoles et salariés, bah, des points de vue différents et du coup bah, des problématiques qui vont bloquer un petit peu le fonctionnement de la structure. L'environnement externe, donc bah, c'est ce qu'on subit, hein, donc la concurrence hein, avec bah, des activités qui sont nées dans le structure non marchand, mais qui, comme entre guillemets, elles fonctionnent et qu'elles répondent finalement à un besoin, mais on peut avoir donc des entreprises commerciales qui s'installent sur le marché, donc avec
à la fois des difficultés d'activité qui se repartagent, de concurrence sur éventuellement des prix, et puis aussi des risques au niveau de la structure même, puisque derrière, risque de fiscalisation, de remise en cause du modèle. Les évolutions réglementaires, hein, on ne peut pas revenir dessus avec tous les différents textes et normes qu'il faut respecter dans les différentes activités. Des exigences de traçabilité des financeurs, hein, puisque même pour des financements de faible montant, on a des comptes rendus, des comptabilités analytiques, enfin une traçabilité à rendre qui est des fois relativement lourde, et ce qui amène même parfois à se dire je ne vais pas aller demander les quelques 1000 ou 2000 euros de subvention, parce que vu le dossier qu'il faut monter et ce qu'il faut rendre derrière, ça va me générer plus de lourdeur que ce que ça va me rapporter. Donc effectivement, il y a ce point de bascule qu'il faut bien prendre en compte. Bon, les crises qu'on subit comme tout le monde et qui jouent sur l'activité, les pertes de partenariats liées notamment aux crises, ou sur le secteur privé, on peut avoir des partenaires, des mécènes qui réduisent leur budget, auquel s'ajoute la baisse des financements publics qui vont dire en même temps aller chercher vers le privé, et le privé qui a moins de disponibilité en ce moment. Et enfin, des risques sur certains secteurs liés à l'irréputation, hein, donc des différents scandales, ou en tout cas remises en cause sur différentes activités qui peuvent générer des problèmes dans des structures qui ne sont pas directement concernées, mais s'il y a eu des scandales ou des infos au JT sur un secteur d'activité, effectivement, les particuliers, les bénéficiaires vont faire un amalgame de toutes les structures, et ça peut, à un moment donné, bloquer l'évolution d'une structure. Donc, bien évidemment, hein, les difficultés, elles ne sont pas uniques, hein, les sources sont assez nombreuses, et quand on se retrouve en difficulté, c'est jamais une seule cause, hein, c'est bien souvent différents facteurs qui font qu'on arrive in fine en difficulté. Donc, on vous a mis un certain nombre de signaux qui permettent de se dire qu'on va avoir des difficultés. Alors, il y a évidemment la partie financière, hein, quand on a des retards de paiement, on ne peut pas payer nos factures de manière régulière, avec des déficits qui sont récurrents d'année en année, hein. On dit une première année déficitaire, surtout si on avait des réserves et de la trésorerie d'avance, on se dit c'est pas grave, mais quand ça commence à perdurer dans le temps, ça peut devenir problématique. Si nos fonds propres sont négatifs, bien évidemment, puisque ça veut dire que on a épuisé nos réserves, et donc on est encore plus sujet à la moindre difficulté de trésorerie ou de perte d'activité qui se réaliserait dans l'année. À toutes les périodes de renouvellement de marché, de contrats, hein, si on est sur des subventions pluriannuelles, des contrats pluriannuels, toutes ces périodes de renouvellement sont forcément des moments un peu clés dans le fonctionnement et dans la pérennité. Si on a un climat social dégradé, hein, puisque une des causes peut être aussi les problématiques d'activité et de fonctionnement qui font que ça se ressent dans le climat, donc, je disais, hein, que ce soit entre bénévoles salariés, informer tout le monde, hein, quand on parle de climat social. Mais s'il y a des tensions qui apparaissent, bien souvent, elles ont aussi une origine du fait de difficultés latentes, soit déjà avérées, soit qui vont apparaître liées à ces tensions entre les acteurs de l'activité. Donc une trésorerie qui serait insuffisante pour faire face à notre BFR. Donc on a mis 2 mois de charge, qui n'est pas énorme, mais qui permet juste de voir venir effectivement pour le courant. Donc effectivement, si notre trésorerie
baisse et qu'on peut plus faire face à 2 mois de charge, bah, là aussi, on devient très sujet au moindre retard de paiement ou décalage de financement. Sur la partie RH, hein, si on a des salariés et qu'on commence à avoir des arrêts maladie successifs, des démissions, là aussi, c'est bien souvent signal qu'on a un problème dans notre modèle. Si on ne suit pas de budget. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, là, on navigue plutôt à vue et donc on ne peut pas anticiper les difficultés. Et puis, tout comme la partie salariée, bah, si on a des engagements des administrateurs et des bénévoles, on a une structure où bah, les administrateurs partent les uns après les autres, où les bénévoles arrêtent de renouveler leur bénévolat, là aussi, ça traduit souvent un problème de fonctionnement. Donc, il faut prendre en compte et chercher les origines pour y remédier. Donc voilà rapidement quelques, quelques éléments clés. Donc, une fois qu'on se rend compte qu'on a des difficultés qui arrivent ou qui sont latentes, bah, c'est là où il est temps d'agir. Donc, on va, avec Jules, vous présenter les différents dispositifs. Bien évidemment, plus tôt on les prend, mieux c'est pour agir, mais on pourra vous donner en même temps la temporalité de chaque dispositif pour savoir à quel moment il va s'activer. Donc les premiers qui sont les solutions amiables. Donc si on met en place une solution amiable, c'est qu'on a un peu de temps évidemment devant nous et qu'on n'est pas dans le dur de la difficulté financière. Donc j'ai remis bien évidemment, si vous êtes suivi avec un expert comptable, bah, c'est bien d'en discuter avec lui, notamment pour qu'il vous accompagne sur bah, l'anticipation des problèmes de trésorerie, de la gestion globale. Après, sur certains sujets, on travaillera de concert avec les dispositifs d'accompagnement qui existent. Donc, je vous ai remis ce qui existe en dispositif d'accompagnement autour de l'ESS. Donc, le DLA, un dispositif local d'accompagnement, SOS Employeur ESS, Prévasso et Guidasso, qui sont tous des dispositifs qui vont permettre d'accompagner la structure dans son analyse stratégique, dans bah, justement le fonctionnement de sa gouvernance, de son modèle économique, proposer des pistes de restructuration. Donc le DLA, en intervenant avec la mise en place de consultants qui vont vous accompagner pour faire un état des lieux et trouver des pistes de remédiation aux problèmes, comme je dis, que ce soit en termes d'organisation interne, de gouvernance, de gestion de la production de l'activité, quelle qu'elle soit, ou de recherche de diversification. SOS Employeur ESS, donc qui sont des structures mis en place, celle-là donc par l'UDES, je ne me trompe pas, qui vont être un lieu d'écoute plus entre pairs pour discuter des difficultés, proposer des pistes. Mais donc là, c'est un accompagnement aussi bénévole, mais de pair à pair qui est organisé pour chercher des solutions. Prévasso, qui a été développé notamment par le mouvement associatif, là aussi, mais qui est plus avec un accompagnement dans l'urgence où il y a une intervention de plusieurs jours consécutifs dans la structure avec une écoute également des dirigeants associatifs ou dirigeants salariés avec des bénévoles qui sont formés sur l'aspect psychologique d'écoute de personnes en difficulté pour
au-delà de la structure, prendre aussi là en compte l'aspect humain des dirigeants, puisqu'on parle là de la structure, mais il y a évidemment l'humain qui est derrière. Et puis Guy Dassault, donc, qui recense et référence toutes les structures qui peuvent vous accompagner pour, même chose, réfléchir sur vos modèles, voir sur les zones géographiques que vous couvrez, s'il y a des réponses, en tout cas, voilà, vous apportez des réponses aux questions que vous pourrez vous poser ou ce qu'il peut y avoir comme opportunité. Mais là, c'est plus un référencement de structures, soit privées, soit liées aux communautés de communes, etc. Donc, qui ont un lieu de suivi et d'accompagnement des structures de l'ESS. Mais là, c'est plus évidemment en amont où on va aller discuter sur le développement d'un modèle, l'opportunité, est-ce qu'il y a des financements, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a déjà des acteurs présents sur le même type d'activité que vous voulez développer. Donc ça va permettre toute cette partie-là. L'autre accompagnement et solution, c'est au niveau bien évidemment des banques, avec des facilités bancaires à mettre en œuvre, donc pour résoudre des problèmes temporaires de trésorerie, donc des avances de trésorerie, des DI, donc des cessions de créances, soit de factures que vous émettez auprès d'opérateurs privés qui ont une signature correcte, donc type grande entreprise, ou sur des subventions à recevoir, où on peut avoir du coup un financement lié à cette subvention qui est remboursé lorsque la subvention est versée, voire des accords donc de découvert ou de crédit court terme. Donc ça, quand la discussion et les relations avec les banques sont bonnes, entre guillemets, je dirais. Sinon, on a la partie médiation, médiateur des entreprises et médiateur du crédit. Donc le médiateur du crédit qui interviendrait plus si la discussion justement avec les banques est rompue et donc vous essuyez des refus de financement pour lesquels vous ne comprenez pas forcément, parce que notamment il vous semble avoir suffisamment de garanties ou de certitudes sur la créance que vous voulez confier à la banque pour avoir du financement et que la banque vous refuse. Là, le médiateur pourrait intervenir pour voir d'où vient le problème et convaincre la banque d'accorder le financement ou trouver un autre établissement bancaire qui sera en mesure de vous financer. Médiateur des entreprises, là, c'est si on était entré en conflit avec des fournisseurs et qui pourraient aussi donc accompagner sur la résolution de ces litiges et mise en place donc des paiements qui vont bien. Et dans les dispositifs financiers, donc j'ai mis le CCSF, donc la Commission des chefs de services financiers. Donc là, c'est un préalable au dispositif judiciaire qu'on va voir juste après. Alors, on n'est pas obligé de le solliciter avant, on peut aller directement dans les autres solutions, bien évidemment. Mais là, donc, c'est un dispositif où on a créé des dettes parce qu'on n'arrive pas à payer toutes nos charges sociales ou fiscales. Donc, en payant, bien sûr, quand on a des salariés, les parts salariales, mais on demande un étalement aux URSSAF, puis un autre, puis au bout d'un moment, l'URSSAF va dire, vous enchaînez des demandes de report sur demandes de report, je ne peux pas vous l'accorder. Le CCSF, lui, va permettre de faire un étalement de ces dettes sur une durée plus longue, donc généralement sur 12 mois, voire un peu plus dans certains cas particuliers. Mais en tout cas, voilà, il y a un dossier à monter, on peut discuter, il y a un référent dans chaque département, dans les services des impôts pour ces commissions de CCSF, qui peut aussi vous orienter sur ce qu'il est possible de mettre en place dans votre cas et quelle est la durée du plan qui serait correct de proposer. Et enfin, donc France Active qui peut intervenir
également donc en renforcement de fonds propres associatifs, en accordant des prêts. Donc, généralement, ils n'y vont pas tout seuls puisque c'est en lien avec un financement bancaire classique. Mais en tout cas, ils ont aussi donc leurs différents délégués qui peuvent vous accompagner, analyser avec vous ce qui peut être mis en place, l'intervention qu'ils peuvent faire pour vous. Et là aussi, c'est aussi une solution pour convaincre la banque de vous accorder un financement, sachant que France Active va compléter le financement, voire peut, dans certains cas aussi, donner des garanties de remboursement par le biais de cautionnement. Donc ça, tout un ensemble déjà de dispositifs qui peut être activé tant que on a des difficultés, mais qui restent je dirais, gérables sur un délai euh, assez, assez court, voilà, sur quelques mois de difficultés. Je vais passer la parole à Jules donc, sur les parties procédures judiciaires. Oui, merci Loïc. Bon, j'espère que vous allez mieux m'entendre cette fois. Euh, alors, lorsqu'il y a des difficultés, certaines peuvent être traitées comme vient de le présenter Loïc, et quelquefois il y a besoin d'être dans un cadre judiciaire pour pouvoir faciliter le dialogue entre les parties, avec les banques notamment, qui permettent de relancer un dialogue. Et le Code de commerce prévoit aujourd'hui 5 procédures qui permettent d'accompagner les entreprises, les associations qui éprouvent des difficultés pour mettre en place les meilleures solutions qui sont adaptées à leur situation financière et juridique. Il y a une notion très importante en droit français pour déterminer les solutions qui seraient adaptées, c'est l'état de cessation des paiements. Il faut bien avoir conscience de ce qu'est l'état de cessation des paiements. C'est principalement une notion de trésorerie. L'état de cessation des paiements, c'est lorsque l'actif disponible ne permet pas de payer le passif exigible. Le passif disponible, c'est bien sûr la trésorerie qui est immédiatement disponible, donc les soldes bancaires, les réserves de trésorerie par de la mobilisation de balances clients, par un facteur, par des lignes d'AI, par des lignes de découvert, par exemple. Et le passif exigible, ce sont toutes les échéances, factures fournisseurs, prêts bancaires, contrats de location divers, bail commercial, location longue durée, crédit bail, qui sont arrivés à échéance et qui n'ont pas été réglés et pour lesquels il n'y a pas eu d'échéancier de report d'échéance. Et lorsque une association se trouve en état de cessation des paiements, il y a une obligation pour le représentant légal de l'association de déposer dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements une demande d'ouverture de procédure collective. Pendant les 45 jours, on peut résoudre assez librement cet état de cessation des paiements, mais s'il n'y a pas de possibilité de résolution, il faut que, avant la fin des 45 jours, une demande d'ouverture de procédure collective soit déposée au tribunal, avec une respiration, comme vous pouvez le voir sur le slide. C'est si une demande de conciliation, de procédure de conciliation est faite dans le délai de 45 jours, alors on peut dépasser les 45 jours d'état de cessation des paiements. Il y a aujourd'hui deux types de procédures. Les procédures de prévention, qui sont des procédures confidentielles. Il y en a deux, le mandat ad hoc et la conciliation. Et trois procédures collectives, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Juste avant que tu rentres dans le détail, sur le délai de dépôt de la cessation de paiement, on n'a pas introduit aujourd'hui la responsabilité des dirigeants, ce qui peut être une autre thématique de webinaire. Mais il faut savoir que si, en tant que dirigeant associatif ou d'entreprise de l'ESS, vous ne faites pas la procédure,
dans le délai imparti, donc au-delà des 45 jours, potentiellement, le trésorier, le président ou le président de la structure ESS, si elle est en forme commerciale, peut être responsable à titre personnel, Oui. enfin, recherché en responsabilité. Donc, c'est important de respecter ces délais. Voilà, je ferme juste la parenthèse, parce que ce n'est pas le sujet du jour et on peut faire un webinaire entier là-dessus, mais pour le préciser quand même. Oui, tu as tout à fait raison. Et c'est un point d'engagement de la responsabilité du président et du trésorier qui peut être important. Et donc, il faut avoir véritablement une sensibilité sur la surveillance de l'émergence d'un état de cessation des paiements. Donc, sur les procédures qui sont prévues par le Code de commerce, vous avez, donc, je vous l'ai dit, deux procédures de prévention, le mandat ad hoc et la conciliation. D'abord, le mandat ad hoc, c'est une procédure qui est très souple, qui peut être demandée au président du tribunal lorsque l'association commence à rencontrer des difficultés, mais qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Si l'association est en état de cessation des paiements, alors ce sera la conciliation qui pourra être demandée à la condition que l'état de cessation des paiements soit né de moins de 45 jours. Le mandat ad hoc est une procédure souple et confidentielle. Souple parce que lorsque l'association fait la demande de l'ouverture d'une procédure, elle détermine le champ d'intervention de la mission du mandat ad hoc. Le mandat ad hoc peut être limité à certains points d'accompagnement, un accompagnement seulement concentré sur la négociation avec les établissements bancaires pour la renégociation de certains engagements de prêts bancaires, d'engagements financiers, contrats de leasing, de crédit bail. Ça peut être aussi pour pouvoir trouver de nouveaux financements, une ligne de découvert, des nouveaux prêts bancaires pour financer des investissements. Ça peut aussi être augmenté ou concentré sur la négociation avec certains partenaires stratégiques, un bailleur ou des bailleurs, si vous avez plusieurs établissements avec lesquels il y a des difficultés pour organiser la restitution apaisée des locaux ou bien pour renégocier le bail commercial. Ah, ça peut être avec seulement certains fournisseurs. C'est l'association véritablement qui détermine le périmètre de la mission et qui sollicite le président du tribunal pour définir ce périmètre. Et il peut également, donc, dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc, il y a un mandataire ad hoc euh, qui est désigné par le tribunal et qui accompagnera l'association uniquement pour le périmètre de l'association. Ça peut également être pour accompagner l'association dans des mesures de réorganisation interne. Je vous ai parlé de contrat, mais ça peut aussi être pour accompagner l'association dans une réorganisation sociale. Si l'association a besoin d'être accompagnée, ça se fait régulièrement, de pouvoir véritablement aider l'association à formaliser cette procédure et à l'accompagner et à être présent tout au long des étapes de cette réorganisation. Mais la majorité des mandats ad hoc sont plutôt des mandats, j'allais dire, qui se concentrent sur le financier, négociation avec les banques, avec la CCSF, l'URSSAF, l'administration fiscale, avec le bailleur ou les fournisseurs stratégiques. Voilà pour le mandat ad hoc. Vous avez aussi la conciliation qui est à peu près la même chose que le mandat ad hoc, simplement elle peut être ouverte lorsque l'association commence à être en état de cessation des paiements. Elle est là aussi confidentielle, mais elle est un peu moins souple. C'est un cadre un peu plus structuré. Déjà, sa durée est limitée. Le Code de commerce prévoit qu'elle a une durée de 4 mois prolongeable pour 1 mois, donc 5 mois au maximum, alors que le mandat ad hoc, lui, peut être fixé pour une durée relativement longue et être renouvelé autant de fois que nécessaire. Par contre, elle offre un cadre plus sécurisant pour les partenaires de l'association qui accepteraient de négocier, qui accepteraient de faire des efforts par des abandons de créances, par des échéanciers relativement longs. Ça permet, dans le cadre d'un accord de conciliation, d'acter les engagements, les efforts de chacun et de lui donner une valeur juridique
par le fait qu'il soit constaté par le président du tribunal ou bien qu'il soit homologué par le tribunal. Donc ces deux procédures sont des procédures tout à fait confidentielles et seules les personnes seuls sont au courant, pardon, les personnes que souhaitent informer l'association. Il n'y a pas de publicité de cette procédure, de ces deux procédures. Lorsque les difficultés, par contre, sont beaucoup plus importantes, ou en tout cas que leurs méthodes de résolution ne permettent pas de se faire dans un cadre amiable, comme la procédure de mandat ad hoc et de conciliation, il y a des procédures collectives, donc il y en a trois: la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation. La première procédure, c'est la procédure de sauvegarde. Elle peut être ouverte, elle peut être demandée avant l'émergence d'un état de cessation des paiements. Vous avez des difficultés, vous savez que l'association ne peut aller que à l'état de cessation des paiements, mais avant de créer cet état de cessation des paiements, vous pouvez solliciter une procédure de sauvegarde. Elle permet de mettre sous protection l'association pour une durée de 6 mois renouvelable une fois, donc 12 mois au maximum, de geler l'intégralité des dettes qui sont nées avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Ces dettes, pardon, sont gelées et ne peuvent pas être remboursées peuvent pas être payées pendant la période d'observation, pendant la période de sauvegarde. Ça peut être assez intéressant parce que là, on se fixe sur le fait générateur de la dette. Quel est le fait qui a euh, fait naître la dette? Donc, par exemple, les prêts bancaires, le fait générateur, ce n'est pas la date d'échéance de la mensualité ou de la trimestrialité, c'est la date à laquelle sont mis à disposition les fonds. Pour une société, pour une association qui entre en procédure de sauvegarde et qui a des prêts bancaires, pendant sa procédure de sauvegarde, elle ne va plus rembourser les prêts bancaires. Donc, ça permet de diminuer le fonds de roulement nécessaire pour la poursuite de l'activité et de se réorganiser, de se restructurer en interne ou bien de mener des négociations avec ses créanciers principaux pendant la procédure de sauvegarde, tout en limitant le besoin de trésorerie pour le fonctionnement quotidien. Et cela permet souvent de trouver des accords et de mettre en place un plan de sauvegarde qui permet d'apurer le passif de l'association sur une période maximale de 10 années. Ça peut être une période plus courte, mais au maximum, c'est autorisé par la loi sur 10 ans. Et pendant le plan de sauvegarde, on peut envisager tout un tas de mesures d'apurement du passif. On peut proposer aux créanciers des alternatives de remboursement, par exemple un remboursement sur 10 ans, ou bien un remboursement plus court ou immédiat à la condition qu'ils acceptent des abandons de créances significatifs. Ça, c'est pour la procédure de sauvegarde. Pour le redressement judiciaire, le principe de la procédure est à peu près similaire. Il y a des différences quand même importantes. Le redressement judiciaire est possible lorsque l'association se trouve en état de cessation des paiements. La sauvegarde, c'est avant d'être en état de cessation des paiements. Le redressement judiciaire, lorsque vous êtes en état de cessation des paiements. Il y a un dispositif très intéressant qui est mobilisable en procédure de redressement judiciaire, c'est le Fonds de garantie des salaires. C'est un organisme qui existe depuis maintenant près de 40 ans, qui permet de prendre en charge certaines dettes sociales, salariales, donc qui sont dues au personnel de l'association. Par exemple, les salaires dus au personnel qui n'ont pas été réglés avant l'ouverture du redressement judiciaire. Ça permet également, lorsqu'il y a une réorganisation sociale à réaliser, de prendre en charge immédiatement les soldes de tout compte dus aux salariés qui sont licenciés. L'objectif est de favoriser, comme son nom l'indique, le redressement de l'association avec une diminution de son besoin de fonds de roulement et par l'activation du fonds de garantie des salaires, de ne pas avoir à régler immédiatement les sommes qui sont dues aux salariés, qui peuvent être importantes. L'objectif étant de favoriser autant que possible
la poursuite de l'activité de l'association pour lui permettre de démontrer qu'elle retrouve un équilibre d'exploitation, un bénéfice d'exploitation, et dans un second temps, de pouvoir mettre en place une solution qui est adaptée à sa situation. Dans le redressement judiciaire, vous avez trois solutions possibles. Le plan de continuation, c'est un plan de continuation par continuation et apurement du passif. Donc, c'est l'association qui continue elle-même son activité et qui va présenter aux créanciers et au tribunal un plan d'apurement de ses dettes. Là aussi, c'est un plan qui peut aller au maximum sur 10 ans et qui peut contenir tout un tas d'options différentes que l'on propose aux créanciers. Il y a une deuxième solution lorsque le redressement interne de l'association n'est pas possible, lorsqu'on ne peut pas assurer la pérennité même de l'association. On peut rechercher un repreneur du fonds associatif qui va pouvoir reprendre les actifs de l'association, reprendre tout ou partie des emplois, et en contrepartie, l'objectif, c'est qu'il propose un prix. Et la transmission, c'est une session qui est étudiée et qui doit être homologuée par le tribunal, mais la transmission des actifs des postes de travail contre le paiement d'un prix doit permettre d'apurer le passif. Il faut bien avoir conscience que ici, apurer le passif ne veut pas dire régler en totalité les dettes. C'est simplement avoir une solution pour payer les dettes. On peut apurer le passif avec 1 euro. J'ai 1 euro, je paye tout le passif qui est de 1 million, 3 millions. Eh bien, j'ai apuré le passif. Tout le monde n'est pas payé, mais le passif est apuré. Dans le redressement judiciaire, dans la sauvegarde, vous avez des interlocuteurs, des auxiliaires de justice qui sont désignés par le tribunal. Vous avez obligatoirement un mandataire judiciaire qui est là pour représenter les créanciers, qui va collecter les déclarations de créances des créanciers, connaître et vérifier avec l'association le passif déclaré, le passif judiciaire, le vérifier et veiller à ce que la procédure se passe convenablement. Et un administrateur peut être désigné qui a un rôle qui s'implique plus, je dirais, dans le quotidien de l'association, puisqu'il va venir pour pouvoir assister, surveiller ou représenter totalement en fonction de la situation de l'association. Donc cette association pour identifier les difficultés, rechercher avec la direction de l'association les mesures de réorganisation qui seraient nécessaires, rendre compte au tribunal et faciliter donc la résolution de la situation, de trouver des accords avec les créanciers, avec les partenaires stratégiques, pour assurer autant que possible la pérennité de l'activité de l'association. Et puis, vous avez une troisième et dernière procédure collective, la liquidation judiciaire. Là, la liquidation judiciaire, c'est lorsque l'association est en état de cessation des paiements, bien sûr, mais qu'il n'y a plus de perspective de poursuivre l'activité parce que la trésorerie est devenue totalement nulle, parce qu'il n'y a plus de possibilité d'activité, parce qu'il n'y a plus de solution d'assurance, l'association n'est plus assurée et on sait qu'on ne pourra plus retrouver d'assurance parce que les moyens de production ont disparu. Donc, on peut mettre fin à l'activité de l'association par la liquidation. L'objectif de la liquidation, c'est de pouvoir vendre, réaliser les actifs de l'association le plus rapidement possible, de manière ordonnée, pour permettre à ce que ces actifs se retrouvent à nouveau dans la vie économique, dans le monde économique, et que ça permette d'apurer au mieux le passif. Voilà pour l'ensemble des procédures. L'objectif, comme vous l'a dit Loïc tout à l'heure, c'est de pouvoir bénéficier des outils de pilotage, des outils d'anticipation de l'activité, de la trésorerie, de l'exploitation de l'association pour identifier les points de tension, les difficultés lorsqu'elles émergent et d'avoir suffisamment de temps pour réfléchir à un plan de résolution, à une stratégie de résolution. Il peut y avoir la nécessité, pour des petites difficultés, uniquement de passer par des procédures amiables sans passer par une procédure de prévention
ou une procédure collective, mais quelquefois, il peut être intéressant de mettre au point une stratégie qui permettra, par l'ouverture d'une procédure amiable, de mandat ad hoc ou de conciliation, de négocier avec certains créanciers des nouvelles conditions de prêt bancaire, de contrat de crédit bail, de bail commercial, pour pouvoir résoudre bien sûr les difficultés et repositionner l'association dans une dynamique bénéficiaire. Donc il faut bien avoir en tête toutes les procédures possibles, les conditions où elles peuvent être ouvertes, et ne pas hésiter, bien sûr, à faire état de vos questionnements, de vos interrogations, de vos difficultés auprès de vos conseils habituels, bien sûr, votre expert comptable, votre avocat. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires sont aussi à disposition pour pouvoir organiser des rendez-vous de conseil que nous faisons gratuitement. L'objectif est d'avoir bien conscience qu'il y a une équipe qui est à disposition, qui est prêt à donner des conseils, à accompagner pour pouvoir optimiser les chances de succès, les chances de réorganisation de l'association. Et plus vous avez des outils qui vous permettent de piloter la trésorerie, l'activité, plus vous pouvez anticiper les difficultés, et plus les difficultés sont anticipées, meilleures sont les chances de succès. Justement, transition parfaite pour la fin. Donc, trois outils qu'on vous présente rapidement, hein, pour le pilotage. Donc, le premier, qui s'appelle la cartographie des risques, donc terme qui peut-être ne parle pas à tout le monde. Donc, l'idée de la cartographie des risques, c'est de faire un état des lieux à 360 de l'ensemble des risques potentiels de la structure. Donc, bien évidemment, par rapport à ce que nous évoquons, des risques financiers, hein, des dépendances aux subventions, de perte d'un financeur, qu'il soit public ou privé, de risques opérationnels, donc perte d'agrément, perte de salariés clés qui font fonctionner la structure, analyser les risques de gouvernance, donc le niveau d'implication et de diversité du conseil d'administration. On disait des décisions qui sont non documentées, donc qui peuvent présenter des risques dans la pérennité et aussi dans la mise en cause des administrateurs. Donc, quand on parle de cartographie des risques, hein, ce n'est pas simplement une analyse financière, c'est vraiment une analyse de l'ensemble de l'activité, de toutes les zones où il peut y avoir des risques et où en est la structure, à quel niveau est soumis la structure par rapport à ces différents risques, pour voir, hein, voilà, si on sera dans le vert, dans le rouge, et tout ça point par point. Donc, c'est valable évidemment qu'à un instant T quand on le fait. Comme tout outil, il faut le faire vivre. Donc, si on restructure notre conseil d'administration, si on modifie notre activité, s'il y a beaucoup de modifications de notre encadrement salarié, il faudra se reposer la question de la cartographie pour voir où on en est. Ça met en avant les zones de faiblesse de la structure. Donc, si on y pallie, qu'on met des mesures pour y pallier, de la même façon, on réactualise notre cartographie pour voir de nouveau où on est soumis à ce risque-là. Et puis, l'environnement étant évolutif, il peut y avoir des nouveaux risques ou des nouveaux changements de texte, de loi, d'environnement économique qui fait que il faut se reposer de nouveau la question et voir réactualiser ceci. Donc ça donne vraiment une vision pour la gouvernance de qu'est-ce qu'il faut mettre en place avec un plan d'action derrière, puisque comme tout, on ne va pas tout faire du jour au lendemain, mais au moins ça permet de hiérarchiser les zones de risque et de voir comment on peut y pallier le mieux possible ou anticiper, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supprimer, mais au moins savoir si ça arrive, comment on réagit face à cet événement. Après, on va être sur des parties plus traditionnelles, donc suivi budgétaire.
Donc, dans le suivi budgétaire, il faut construire son budget, donc avoir ses hypothèses de recettes et de dépenses, hein. On peut se baser sur l'historique, sur des taux d'inflation, mais en tout cas, il faut construire ces hypothèses et les avoir à l'esprit pour les remettre en question d'une année sur l'autre. On ne reconduit pas un budget, évidemment, à l'identique tous les ans. Savoir comment on se situe par rapport à notre budget, hein, j'ai mis consommation ou mensualisation. C'est-à-dire que si on a un budget annuel qui est fixé, on va potentiellement être plus dans où j'en suis sur chaque ligne budgétaire et comment j'adapte mes dépenses au fil de l'année. Si en revanche on est soumis à des recettes mensuelles ou par contrat ou qu'on va chercher, là, c'est mois par mois de savoir où on en est de nos recettes et des dépenses qui sont liées. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être? Et aussi, quelle soumission on peut avoir une saisonnalité, hein, si on a une activité qui est liée avec que les vacances scolaires, on a le pic d'activité et entre les deux, on n'a pas d'activité, forcément, notre budget, il faut qu'on l'adapte avec ces différentes périodes de l'année où on va avoir un pic d'activité et les autres où ça va être plus faible. Sinon, on va n'importe quoi, je vais tirer le trait, mais c'est vrai que si on a notre pic d'activité, c'est que les mois de novembre et décembre, on peut se croire bien toute l'année et puis arriver à fin décembre, avoir des gros problèmes euh, sans pouvoir y faire face. Donc, intégrer tout ce qui est charges calculées, hein, donc les charges comptables, amortissements, les congés payés, mettre des abonnements sur certaines dépenses qui sont récurrentes pour pouvoir avoir un budget qui soit lisible au fil de l'eau et être moins sujet à des variations ou des surprises de fin d'année si on n'a pas pris en compte l'évolution de nos congés payés, qu'au final, aucun de nos salariés n'a pris ses congés. On va se retrouver avec une grosse charge budgétaire en fin d'année qu'on aura mal anticipé. Euh, Faire un point budgétaire, hein, parce que le construire c'est bien, mais faut le faire vivre. Donc je vous ai rayé le annuel obligatoirement, je voulais même rayer le semestriel, parce que si on se pose la question qu'une fois dans l'année de qu'est-ce qu'on a fait par rapport à notre budget, du coup c'est plus du suivi, puisqu'on ne peut pas revenir sur le passé. Donc le but du budget, c'est bien d'avoir des points d'étape mensuels, trimestriels maximum, je dirais, pour réajuster et anticiper si on est trop en retard sur nos recettes, trop déjà de dépenses de fait sur certains postes. Est-ce qu'il y a moyen de les réduire? Est-ce qu'il y a d'autres postes qui peuvent compenser ou on va avoir des difficultés à être à l'équilibre à la fin de l'année? Du coup, ça nous permet un atterrissage, hein, puisqu'on va avoir notre réalisé à une date donnée. Si je me place au 30 juin, je vais avoir mon point budgétaire au 30 juin. Donc, je sais ce que j'ai réalisé sur les 6 premiers mois. Je sais ce que je dois normalement faire sur les 6 mois suivants. Donc, ça me donne déjà l'idée de ce à quoi je vais atterrir en résultat à la fin de mon exercice. Et le point le plus important, c'est réviser ses hypothèses et de mettre un plan d'action. Parce que constater qu'on est en décalage par rapport au budget, c'est bien, mais derrière, du coup, s'il y a des lignes si on reprend ce qu'on a connu au niveau du carburant ou des énergies, qu'on sait que ça a explosé sur une période donnée et que ça allait continuer sur les mois suivants, si je continue, si j'ai subi une électricité qui a triplé en 2024, mais que je ne change pas mon budget pour la fin de l'année, ça n'a pas d'intérêt puisque je sais personnellement que cette dépense-là, elle va être majorée sur tout le reste de mon exercice. Donc, je réactualise mon budget. Hein, c'est pas, à part pour nos financeurs qui ont acté le budget, là, il est gravé dans le marbre, mais pour le pilotage, il faut réactualiser ces hypothèses. Donc là, bon, c'est juste une image pour voir le budget avec les différentes lignes, les plus et les moins qui peuvent en découler. Et en lien avec ce budget, on aura le plan de trésorerie. Donc, le plan de trésorerie, il est dépendant du budget, hein, parce qu'un plan de trésorerie sans budget, ça va pas fonctionner.
Nécessairement, il faut bien intégrer la saisonnalité dans notre plan de trésorerie, puisque le but, c'est pas de tout lisser sur 12 mois. Si on sait que les subventions, je les touche en mars, la compte, et un deuxième à compte en fin d'année, en novembre, et le solde sur l'année suivante, bah, je vais pas mettre un douzième de ma subvention tous les mois, sinon ma trésorerie, par principe, va être fausse sur tout mon plan. Et il va pas me permettre d'anticiper mes difficultés. Donc l'idéal, c'est de le faire sur 12 mois glissants, c'est-à-dire que bah, une fois que janvier est terminé, je me projette jusqu'à fin février de l'année suivante avec le réalisé que j'ai déjà fait, et en mars, etc. Ce qui me permet d'avoir une visibilité sur toujours l'année à venir. Au-delà, ça ne sert pas à grand-chose. Déjà sur 12 mois, on sait que les 6 derniers mois sont très approximatifs. Le faire sur 36 mois, votre trésorerie à 3 ans, elle n'a aucune chance d'être la réalité de ce qui aurait été écrit dans le plan. Pardon. Donc ça permet de voir bah, nos points bas de trésorerie. Donc là, bon, pareil, une image, je passe parce qu'on est un peu en retard. Mais donc le point bas de trésorerie, hein, ça va vraiment être le moment dans l'année où votre décalage entre vos créances à encaisser et vos dettes à payer est le plus gros. Donc ça, c'est propre à votre saisonnalité, hein, donc aux différents versements de subventions, des financements, des contrats, de votre facturation, des charges que vous avez à payer. Mais ce n'est pas forcément la date d'arrêté du bilan, ce n'est pas forcément l'été, mais ça permet de savoir où j'aurai le moins de trésorerie. Là, mais dans l'exemple que je vous ai mis, bah, si je me place à droite, bah, sur ce graphique-là, je suis en excédent, donc en gros, je n'ai pas besoin de financement, c'est pas bien, mais malgré tout, alors là, c'est une structure qui était plutôt bien, mais j'avais quand même un besoin en fond de roulement à une période de l'année. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher dans le plan de trésorerie, de voir le moment où j'ai le plus besoin de trésorerie et est-ce que j'ai les financements soit par la banque, soit par le fait de faire anticiper des versements de subventions ou de renégocier les dates de paiement pour pouvoir passer ce cap-là sans difficulté. Voilà, rapidement, puisqu'on avait pris un peu de retard, j'en suis désolé. Donc, Gilles, il y a Il y quelques a une questions. question, Une bonjour à question. toutes et tous. Il y a une question qui concerne Jules, à savoir qu'en est-il des marchés publics, pardon, si l'association mobilise un mandat ad hoc? Oui, alors le mandat ad hoc, la force du mandat ad hoc et de la conciliation, pour les deux procédures, c'est pareil, ce sont des procédures confidentielles. Donc, on va informer uniquement les personnes avec lesquelles on a besoin de communiquer et de trouver un accord. Donc, pour les marchés publics, pour la clientèle de l'association, de manière générale, on n'a pas besoin de les informer et ils ne sont pas au courant de la procédure. Donc, on peut tout à fait lancer une procédure de mandat ad hoc de conciliation avec des banques, avec certains financeurs aussi, s'il y a vraiment une difficulté avec eux. Mais il n'y a que qui vont être au courant de la procédure, informés des difficultés, des échanges que l'on a avec eux, bien sûr, mais les autres interlocuteurs de la société n'ont pas à connaître de la procédure, il n'y a aucune obligation d'information. On n'informe pas les salariés de l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, par exemple. On n'informe pas ses clients. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. L'association, la société peut toujours concourir à des appels d'offres et obtenir des marchés publics. Par contre, c'est un peu différent en procédure collective. En liquidation, bien sûr, l'association ne peut plus concourir à des appels d'offres publics. En redressement judiciaire, elle peut concourir, mais la difficulté, c'est que elle peut être retenue seulement si la durée prévisible du marché est inclus dans la période d'observation qui est ouverte pour l'association. S'il y a des marchés publics en tout cas, si l'activité est principalement tournée vers du marché public, il faut réussir à organiser une procédure collective suffisamment brève pour ne pas pénaliser l'association sur ces marchés lors des renouvellements, qu'elle soit en capacité de présenter sa solution et de rassurer la commande publique sur sa capacité à poursuivre son activité.
Mais en procédure de prévention, comme il n'y a pas d'obligation d'information, on n'informe pas ces interlocuteurs-là et ça n'engage pas de difficultés. J'espère que Très j'ai bien, été merci. clair. Oui, oui, merci, c'était très clair. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Donc, Loïc, si tu veux conclure, je te Et laisse bah, conclure, ah, sachant que, comme l'a dit Ilana, on vous envoie le replay et le support de ce webinaire dans la foulée. et ben, donc déjà, bah, vous remercier pour votre attention et participation ce matin. Et puis bah, le message clé, comme l'a redit Jules, hein, c'est surtout l'anticipation et tous les outils de suivi à mettre en place pour permettre cette anticipation et prendre les problématiques au plus tôt. Parce que plus tôt on s'en préoccupe, plus on a de dispositifs qu'on peut activer pour les résoudre sans être dans le dur d'une procédure qui est malgré tout, même si on est bien accompagné par les administrateurs et mandataires judiciaires, est quand même un peu difficile à vivre, notamment les passages devant les tribunaux. Oui, ça, c'est vrai. Le maître mot, effectivement, c'est l'anticipation, parce que même si on ne peut pas éviter une procédure de prévention ou collective, le simple fait de pouvoir l'anticiper, de préparer l'association, vraiment optimise les chances de réussite, les projets de transmission, les projets de rebond. Donc, il faut véritablement avoir les outils de pilotage, les outils d'anticipation et aussi les faire vivre, comme l'a dit Loïc il y a quelques minutes. Il faut les avoir, mais les faire vivre pour pouvoir comparer le prévisionnel avec le réel et et pouvoir se poser les bonnes questions. Pourquoi je les ai pas atteints? À quel moment je risque d'être en danger? Et qu'est-ce que je peux faire au moment où je serai dans une situation délicate? Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Merci. Et puis donc, bah, vous nous retrouvez hein, sur nos sites internet et nos réseaux sociaux. Où vous trouvez différents éléments, notamment sur les budgets, les plans de trésorerie et différents articles et outils à votre disposition. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt pour de prochains webinaires. Bonne journée à tout le monde.